Bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple, remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique, pas de bullshit, je te donne mes sources en description et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant, ne t'y trompe pas, c'est simplement parce que je veux t'expliquer les choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions, soit qu'on t'apporte quelque chose de positif, soit qu'on te retire quelque chose de négatif, et aujourd'hui, on va plutôt aller vers la première solution. Pour t'expliquer rapidement, la vidéo que tu vas voir devait sortir bien plus tôt, mais j'ai perdu des fichiers, machin, etc. Enfin bon, ça a été un peu la galère. C'est pas grave, j'ai retrouvé et il devrait y en avoir une autre qui devrait sortir un peu plus rapidement que ça. Où en fait, j'ai invité Olivier Bollier, qui est un préparateur physique de haut niveau dans mon club de Genae Écully. Avec lui, un de ses coachés et un de mes amis, Colin Doja, qui se prépare pour les championnats du monde en street workout. C'est tout simplement un partage d'expérience de quelqu'un qui en a beaucoup pour t'aider toi dans ton sport ou ta pratique d'une activité physique, hein, ne jouons pas sur les mots. Toujours est-il que rappelle-toi que si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à la pouce bleutée, hein, enfin c'est plus un pouce bleu mais à la liker, bref, voire à la partager, la recommander à tes amis, laisser un petit commentaire pour dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, ce avec quoi tu es d'accord ou non, c'est là pour ça et je te souhaite un bon visionnage. Tu vas apprendre l'anatomie et en même temps décorer fièrement ton salon? Ça tombe bien, j'ai lancé les posters L'anatomie des guerriers pour ton plus grand plaisir. Tous les muscles superficiels détaillés et répertoriés. Et par-dessus le marché, pour accompagner ça, j'ai aussi lancé une formation afin de t'en servir au mieux. Plus de 4 heures de vidéo, un document de 200 pages bourré de schémas biomécaniques et d'exercices optimaux, ainsi qu'une autorisation de réutiliser les 10 schémas gratuitement dans tous tes projets. T'attends quoi? Tous les liens sont disponibles en description. Du coup, on se retrouve là pour, on va dire, un deuxième thème. Si jamais vous n'avez pas vu le premier thème, je vous conseille de le faire parce que normalement, les vidéos sortiront dans l'ordre. On a vu déjà l'entraînement sensorimoteur. On se retrouve encore une fois avec Olivier Bollier, Colin Doja et on va faire le HRV, la Heart Rate Variability. En français, je ne sais plus comment ça se dit. Ça se dit comment déjà? Variabilité de fréquence cardiaque. Voilà. C'est pourquoi est-ce que je n'ai que les termes anglais? C'est parce que je lis que en anglais dessus. C'est pas parce que je veux faire genre je suis un bilingue ou quoi que ce soit. C'est juste parce que je sais pas comment ça s'appelle en français. Et Olivier va nous expliquer en quoi il l'utilise avec Colin, dont il fait la préparation pour, toi tu vises les championnats du monde, donc pour les championnats du monde quand même de street workout, et pourquoi ça peut être intéressant, pourquoi peut-être quelles limitations ça peut avoir, etc. Donc je te laisse déjà introduire le concept. Alors la variabilité de fréquence cardiaque, c'est quoi? C'est notre capacité à mesurer en millisecondes l'écart entre deux battements. Je prends un exemple. Quand on dit qu'on a 60 battements par minute, c'est une valeur moyenne et c'est quand on transforme en millisecondes, pas juste. En fait, si on transforme 60 battements par minute en millisecondes, on se rend compte que il n'y en a pas une toutes les 1000 millisecondes. Il y en a un battement à 980, un battement à 1050, un à 1060, un autre à 900, etc. Ça a été étudié maintenant d'une manière assez poussée en recherche appliquée, moins en recherche fondamentale, et en recherche appliquée au sport de compétition. En France, on a des spécialistes de pointe de la variabilité de fréquence cardiaque qui sont Guillaume Millet, Laurent Schmitt, qui ont publié des gros travaux dans les sports nordiques d'endurance et qui ont mis en corrélation cette variabilité de fréquence cardiaque, son étude mathématique et le monitoring de la fatigue. C'est dans ce cadre-là que je l'utilise avec mes athlètes et Colin en fait partie. En clair, c'est quoi? C'est pour nous donner une photo, une capture d'écran de sa balance ortho-parasympathique. Alors, simplement, le système orthosympathique, c'est quoi? C'est le système qui dépense l'énergie, qui fait monter la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, qui amène le sang en direction des muscles qui travaillent. En fait, c'est le système qui gère d'une manière primaire le fight or fly, c'est-à-dire où je combats, où je fuis, mais dans les deux cas, j'ai besoin que ma fréquence cardiaque, ma fréquence respiratoire, tout mon sang il aille dans mes muscles pour faire deux choses, ou buter le dinosaure en face, si je décide de me battre, ou de me tirer, quoi. Et l'autre côté du système nerveux autonome, c'est le parasympathique. Il fait le job inverse, si tu veux. Il conserve l'énergie, il la restaure. Il baisse la fréquence cardiaque, il baisse la fréquence respiratoire. Il fait la resynthèse du glycogène. Qu'est-ce que le glycogène? Le glycogène, c'est la façon de stocker le sucre, tout ce qui va être sucre de façon générale dans nos muscles. Et c'est en fait une façon de de l'avoir à disposition parce que nos muscles en fait vont pouvoir utiliser le glycogène stocké, tout simplement, et ils vont pouvoir en fait avoir une réserve énergétique facilement utilisable qui va nous permettre en fait de faire des efforts violents, intenses, là où quand on se retrouve avec la phosphorylation oxydative, voilà c'est ça, je cherchais le terme, eh bien on se retrouve en fait à avoir
beaucoup d'énergie, certes, mais qui n'est pas facilement disponible. Le glycogène permet de faire un petit peu le pont entre ce qui va être la créatine, donc le système en fait le plus rapide, et ce système-là. Et après, en plus, on va pouvoir réutiliser les produits de cette glycolyse pour derrière faire de la phosphorylation oxydative, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? C'est trop bien. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'en fait, le système parasympathique, il restaure, il refait les stocks de glycogène. Là, Gaïs vous l'a expliqué ce que c'est. Bref, il y en a un qui dépense l'énergie, l'orthosympathique, et l'autre qui fait la reconstruction. Et nous, ce qu'on veut, en étudiant la balance ortho-para, c'est d'avoir une capture d'écran de comment se trouve Colin, comment il absorbe les stress. Les stress avec un grand S, parce qu'on a le stress de l'entraînement, ces séances, c'est plutôt facile à monitorer parce que c'est des séries, des répétitions, mais on a aussi tous les stress de la vie. En fait, l'organisme, le système nerveux, il ne fait pas trop le distinguo entre une grosse catastrophe dans sa vie privée et une charge d'entraînement. Il voit ça comme un stress. Étudier le système nerveux, ça permet d'étudier l'impact de tous les stress physiques et mentaux et environnementaux. Tu vois. Oui. Exemple, depuis qu'on travaille ensemble, on a rajouté des petites routines dans ces séquences d'entraînement. Oui. Quand on rajoute quelque chose sur un athlète qui s'entraîne beaucoup, on ne peut pas imaginer qu'on empile des routines et se dire on va en empiler éternellement. Oui. À un moment donné, il faut qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on produit comme travail et notre capacité à récupérer. En fait, un plan d'entraînement, il n'est jamais meilleur que ta capacité à le supporter. Donc si tu peux supporter des charges d'entraînement colossales, eh ben, tu vas plus progresser que ton équivalent, ton clone, qui pourrait supporter la moitié moins. Mais ça, il faut le monitorer. Et donc, quand je rajoute une petite séquence, elle passe ou elle passe pas? Et ben, en monitorant ça, j'ai une meilleure vision de la chose. On peut avoir des mesures différentes. On appelle par exemple la charge interne ce que va ressentir l'athlète. Donc on va peut-être le faire avec des questionnaires, des choses comme ça. On va peut-être voir est-ce que tu es fatigué, comment tu te sens, le RPE de la session, etc. Et on va avoir des moyens plus objectifs, on va dire, de regarder comment est-ce qu'il se comporte, des moyens un peu plus scientifiques, et le HRV en fait partie. Et ça, si on allie les deux, je pense que c'est à ce moment-là qu'on se retrouve à être le plus préparé pour faire en sorte que nos athlètes le soient aussi. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas, mais pour moi, le HRV, pour le coup, dès que j'ai découvert ça, je me suis dit c'est cool, ça donne vraiment un moyen de quantifier ça en fait objectivement, ça donne vraiment un panel en plus, ça ouvre un champ de possibilités en plus, et ça c'est que tu l'utilises avec Colin, moi je trouve ça hyper sympa, parce que moi ça va me permettre aussi d'en apprendre peut-être un petit peu plus là-dessus, sachant que je m'y étais un petit peu intéressé en musculation, et c'est vrai qu'en musculation pure, hypertrophie pure, ça a moins d'intérêt. En revanche, quand on s'intéresse à la préparation d'athlètes qui doivent justement enchaîner un gros volume d'entraînement dans leur semaine, ce qui n'est pas nécessairement le cas en musculation, en fait on essaie d'avoir le volume minimum pour progresser, là ça prend tout son sens à mon avis. Quand je dois prendre une décision qui peut être quoi? Plus d'entraînement, moins d'entraînement, on change d'entraînement, bref, quand je dois modifier sa charge globale de travail, avec tous ces outils, je prends ma décision. Je le fais ou je ne le fais pas, en adéquation avec ce que Colin me dit. Je ne suis pas là pour lui dire et lui il fait bêtement. L'idée c'est ça, c'est une aide à la décision, c'est surtout pas un outil magique qui va te dire c'est bon, c'est pas bon, non ça c'est de la science-fiction. Par contre c'est une aide puissante à la décision. Si je peux me permettre, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, mais l'intérêt aussi du HRV, c'est que du coup tu peux me suivre vraiment beaucoup plus régulièrement que si on était juste sur justement du physique où il fallait que tu surveilles à chaque fois, et tu peux aussi réagir beaucoup plus vite. Ça me permet au moins une fois par semaine de lui envoyer justement tout mon bilan HRV, et du coup on peut réagir quasiment directement si on voit un changement ou ce genre de choses, et il peut même le faire en distanciel. Justement, parfait, transition parfaite pour savoir comment est-ce qu'on le mesure ce HRV, avec quoi, quels sont les outils? Alors il y a encore une dizaine d'années, c'était lourd. Oui. Tu vois, il fallait des cardiofréquencemètres qui coûtaient les yeux de la tête, oui. Et en plus il fallait tout traiter sur ordinateur. C'était possible, ça se faisait, mais c'était lourd. Et avec l'avènement des smartphones, ouais. Il suffit d'avoir une sangle qui mesure l'intervalle RR, donc l'intervalle précis, l'onde PQRST, si tu pourras faire un petit topo ou faire une petite illustration sur l'onde PQRST. L'intervalle RR, il faut qu'il soit précisément mesuré en millisecondes. Maintenant, il y a des cardiofréquencemètres, juste des sangles qui coûtent 60-80 euros. Ouais, 80 euros. Et des logiciels gratuits pour l'utilisateur qui fait qu'on obtient les valeurs d'une manière assez simple. Avant, c'était une grosse galère. Et puis en plus, alors ce que je dois préciser, parce que je fais en ce moment quelques lectures sur le HRV, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir quand même quelque chose de relativement précis, parce que la chose qui se mesure, en fait, c'est vraiment
la distance entre les battements cardiaques et la variabilité de cette distance-là. Ça veut dire que si on loupe un battement cardiaque, ne serait-ce qu'un battement cardiaque, on peut avoir jusqu'à 50% d'erreur en fait, ce qui est énorme. Et donc c'est pour ça que ça, je pense, mis autant de temps à se démocratiser, mais maintenant ça a l'air d'être quand même relativement plus sûr. Ça s'est démocratisé à un point tel que même Apple, sur l'Apple Watch, ils le font. Ouais. Ne le faites pas, mais ils le proposent. C'est un peu comme aussi Polar quand ils proposent leur index. Ouais. Après, c'est des trucs hyper génériques. Hein. Ouais. C'est passé maintenant dans le grand public et après, c'est plus un gadget. Parce que tu vois, quand je reçois les informations de Colin, je dois traiter les parasites, les artefacts, oui. Je dois les enlever, ouais. Je dois vérifier que le signal est bon. Tu vois, il y a du boulot de traitement. Ouais. Mais ça se fait infiniment mieux qu'il y a 10 ans, où il fallait sortir une machine, un truc de l'espace. Et vraiment, les avancées technologiques nous ont aidés. Et maintenant, les gens qui s'entraînent beaucoup, au moins 4-5 fois par semaine en dessous, c'est quand même rare de se cramer le système nerveux en s'entraînant 3 fois par semaine. Ouais. Quand même. Ouais, ils peuvent le faire et avoir une première idée. Ouais. La routine pour pouvoir envoyer mon bilan HRV, généralement, c'est justement donc le lendemain d'un jour de repos. Alors repos, c'est pas toujours une inactivité totale, mais en tout cas, voilà, une journée très légère où dès le réveil, je vais essayer d'avoir le moins d'activité possible, que ce soit même au niveau des réseaux ou des interactions sociales. Genre vraiment, je me réveille à peine. Je mets ma ceinture du coup de captation et j'essaye presque de me rendormir, de ne pas bouger en position couchée pour avoir vraiment le rythme cardiaque au réveil avec le moins de stimuli extérieurs possible. Ça c'est très important aussi et tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment cool à savoir, à noter, c'est que le corps ne fait pas de distinction entre tous les stress possibles qui peuvent arriver. Et c'est pour ça que, en fait, c'est vrai qu'on parle de surentraînement, c'est vrai qu'on parle d'overreaching aussi. Il n'y en a pas vraiment de terme français pour overreaching, c'est pour ça que je dis overreaching. Mais il y a une différence en anglais entre overreaching et overtraining. Et en fait, on parle de surentraînement, mais finalement, le surentraînement, le burn-out, c'est la même chose. Qu'on soit dans une logique de travail ou dans une logique d'entraînement, finalement, le surentraînement, c'est quoi? C'est le burn-out des athlètes. Et ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on le croit si jamais il y a des stress psychologiques, des stress de la vie de tous les jours. Et je pense que, paradoxalement, en fait, le HRV, ça peut être utilisé par des gens de la vie de tous les jours qui font même pas beaucoup de sport, ne serait-ce que pour prendre conscience qu'ils sont peut-être un petit peu trop stressés aussi. Et mine de rien, c'est une technologie, je pense que c'est pour ça qu'elle passe un petit peu dans le grand public, ou en tout cas, je trouve ça bien qu'elle le fasse, pour vraiment qu'elle puisse apporter à tout le monde. C'est pas uniquement réservé aux athlètes, même si aujourd'hui on s'intéresse à un athlète. En qualité de vie au travail, ouais. C'est utilisé. En Suisse, je crois que c'est à Lausanne, il y a une équipe qui gère les burn-out. Ouais. Parce que finalement, le surentraînement, c'est l'équivalent ouais. du burn-out dans le milieu du travail. C'est un peu les mêmes symptômes. Alors je caricature un peu, mais globalement, un athlète qui se surentraîne et quelqu'un au travail qui est en burn-out, ouais, ça se mesure un peu de la même façon. Il y a une équipe à Lausanne, ouais, c'est ça, qui mesure, grâce au HRV, les athlètes, lapsus, les gens qui sont en train de se cramer quoi, ouais. Par une surdose de travail ou de stress. C'est ouais. Pas souvent le travail le problème, c'est la mauvaise gestion de ce travail et les stress environnementaux. Donc ouais, ça se démocratise pour la qualité de vie. Et là, je vais rajouter un truc quand tu dis la mauvaise gestion du stress, et ça c'est fascinant. J'ouvre le sujet pour tous ceux qui seraient intéressés, mais en gros, si on dit à quelqu'un, s'il fait de l'activité physique, genre à son travail, etc., et qu'on lui dit pas que c'est positif pour sa santé, en règle générale, ça va se traduire en stress. D'ailleurs, c'est ce qu'on remarque dans les études, hein, c'est vérifié, ça se traduit en stress supplémentaire, ça va pas être cool. En revanche, si on lui dit l'activité que tu fais à ton travail, elle est bonne pour ta santé, elle va faire en sorte que tu deviennes, t'aies une meilleure santé cardiovasculaire, etc., etc., en règle générale, ces marqueurs de santé s'améliorent. Et ça, c'est assez fou parce que ça veut dire que, encore une fois, l'aspect psychologique prime presque sur tout le reste. Et c'est un petit peu pareil que j'avais vu une étude qui était fascinante d'une personne en fait qui avait dit on n'a pas arrêté de blâmer le stress chez les gens, on n'a pas arrêté de leur dire le stress ça vous fait des maladies cardiaques, ça vous… Voilà. Et en fait quand on dit aux gens que le stress ça peut être positif, que ça peut être bien d'avoir un petit niveau de stress en fait parce que stress et excitation c'est les deux faces d'une même pièce, si on leur parle plutôt d'excitation sous un point de vue positif, et là d'un seul coup, ils ont beaucoup moins de maladies cardiovasculaires. Donc voilà, vous déclenchez pas un effet nocebo parce qu'on vous dit que vous êtes trop stressé ou quoi que ce soit. Remettez les choses dans leur contexte. Psychologiquement, c'est très important et on n'en parlera jamais assez. Je pense vraiment pour la santé publique,
moi je parle de fitness, donc je parle de santé publique aussi, eh bien il faut avoir cette notion-là de se dire le stress, oui, mais qualifier bien ce qui est un stress de ce qui ne l'est pas. Je pense que là-dessus, on est pas mal. On est pas mal. Bon voilà, on se retrouve. J'espère que la vidéo t'a plu dans son ensemble. Si tu veux aller plus loin, j'en ai d'autres sur ma chaîne. Si tu veux pas louper les nouvelles, pense à t'abonner. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Je suis le roi des vidéos qui restent dans les tiroirs pendant un moment.